Voilà, je vous présente d'abord tous mes vœux pour la nouvelle année, malgré le contexte difficile. Donc j'espère que cette année sera aussi légère que possible pour vous dans les bonheurs petits et grands. Le prix Nobel de littérature 2022, Annie Ernaux, a créé beaucoup de bruit et de fureur dans la presse. On a dit que c'était un scandale, quel est le prix Nobel. Il n'en a pas été de même pour Abdulrazak Gurnah, dans la mesure où son prix Nobel est passé presque inaperçu, étant tombé pendant la pandémie. Et en France, c'était un quasi-inconnu. 3 seulement de ses romans avaient été traduits sur la dizaine parus, et ces 3 romans n'avaient reçu aucun accueil véritable dans la presse. Personnellement, je ne connaissais même pas son nom. Je n'avais rien lu de lui et je ne le connaissais pas. Donc, son prix Nobel est passé presque inaperçu. Il a dédié immédiatement ce prix Nobel à l'Afrique, qui avait jusque-là été très peu reconnue par le prix Nobel. Je dédie ce prix à l'Afrique et aux Africains et à tous mes lecteurs, a dit Abdulrazak Gurnah. Et donc, cela me permet de le faire entrer dans cette thématique des autres ailleurs qui nous occupe. Ça a été l'occasion, donc, pour moi d'aller à la découverte de cet auteur et de vous le présenter. J'ai choisi de vous le présenter à partir du roman qui est le plus connu d'Abdulrazak Gurnah, Paradis, roman paru en Angleterre en 1994 et traduit l'année suivante en France, en 1995. C'était le 4e roman de Gurnah. 3 de ces romans qui étaient épuisés viennent d'être republiés, donc Paradis, et puis Près de la mer et Adieu Zanzibar. Il a eu récemment l'honneur de Télérama. Je vous fais passer la page de Télérama. Vous verrez sa photo. Quelques mots tout d'abord de l'auteur, Gurnah. Il est né dans le sultanat de Zanzibar en 1948. Donc Zanzibar, c'est un archipel de l'océan Indien qui est aujourd'hui rattaché à la Tanzanie depuis 1964 à l'indépendance de la Tanzanie. Il est issu d'une famille d'Arabes venus du Yémen à Zanzibar au XIXe siècle. Il a passé à Zanzibar seulement son enfance et son adolescence. Il quitte Zanzibar en effet à 19 ans, en 1967, pour s'installer en Angleterre. La situation sur l'île de Zanzibar est alors assez chaotique et il y a en particulier des persécutions contre les citoyens d'origine arabe et indienne. Gurnah considère qu'il ne pourra pas avoir l'existence qu'il a envie d'avoir et donc il s'exile volontairement donc en Angleterre. Il va y faire des études de lettres et puis devenir professeur de littérature, et il va exercer comme professeur de littérature. Donc pendant toute sa carrière, il passera seulement 2 ans comme professeur au Nigeria en 80-82. Sinon, il mène toute sa carrière universitaire à l'université du Kent à Canterbury. Il est aujourd'hui à la retraite et parallèlement à sa carrière de professeur, donc il écrit donc des romans et des essais. C'est un spécialiste de la littérature post-coloniale, c'est-à-dire de la littérature post-libération des anciennes colonies. Et donc, c'est un thème qui est commun à la fois à ses recherches de professeur et à sa création donc de romancier. Et dans cette création, donc, la thématique de l'exil va jouer un rôle fondamental. Lorsqu'on demande à Gurnah d'où il est, il dit « Je suis de Zanzibar », donc il garde la nostalgie
de cette origine, bien qu'étant très anglais, y compris dans son allure, comme vous pouvez le voir sur cette photo. La langue dans laquelle écrit Gurnah, c'est l'anglais, ce qui ne va pas de soi. Il écrit dans la langue du colonisateur anglais, puisque Zanzibar a été un protectorat britannique, et il dit avoir avec l'anglais une relation très intime, ce qu'on lui a reproché. On aurait aimé qu'il écrive dans la langue swahili, la langue indigène, plutôt que dans la langue du colonisateur. Bon, le problème est celui que posait déjà Kamel Daoud. Si on veut avoir une diffusion, on ne peut écrire que dans la langue du colonisateur, parce que l'anglais, c'est la seule langue par laquelle on peut être connu. Si on écrit en swahili, il y a peu de chances que l'on ait un jour le prix Nobel. Donc c'est la diffusion de la langue qui pose le choix de la langue d'écriture, donc de Gurnah. Voilà ce que je voulais dire sur l'homme, l'auteur Gurnah. Je voudrais, avant de vous le présenter, résumer donc le livre, le roman dont je vais vous parler, donc intitulé Paradis. C'est un roman qui se passe donc en Afrique de l'Est, l'ancien Tanganyika, aujourd'hui l'actuelle Tanzanie. Nous sommes dans les premières années du XXe siècle, juste avant la Première Guerre mondiale. Le héros du roman s'appelle Youssouf, il a 12 ans au début du récit, 17 ans à la fin du récit. Donc on suit ce personnage donc dans son entrée dans la vie, les 5 ans qui le font sortir de l'enfance et qui le font entrer donc dans la vie. Le roman commence par le récit de la manière dont Youssouf quitte sa région natale, son village de l'intérieur des terres et sa famille. Il vit dans une région de l'intérieur très défavorisée. Son père a de grosses difficultés économiques. Il tient un petit hôtel qui marche très mal. Il a des dettes. Il a contracté des dettes avec un riche marchand de la côte qui s'appelle Aziz. Et si le commerce des esclaves a été supprimé par les colons allemands, en revanche, l'esclavage pour dette existe encore, et donc le père de Youssouf l'a mis en gage, comme on dit, auprès de ce riche marchand nommé Aziz, et donc il est esclave provisoirement jusqu'à ce que le père ait réglé ses problèmes de dette, ce qui n'arrivera jamais puisque le père meurt quelque temps après et que par conséquent le contrat ne sera jamais rompu, et donc Youssouf est esclave auprès d'Aziz. Et donc il quitte définitivement sa région natale et ses parents. De manière définitive, son père meurt et sa mère quitte le village où elle se trouvait pour regagner son village natal, dont Youssouf ne sait pas où il se trouve. Donc c'est la rupture définitive donc avec ses parents. Commence alors chez le maître, qu'on appelle en langue swahili le Seyid, commence une vie de jeune esclave pour Youssouf. Le maître habite dans une ville côtière qui est anonyme dans le roman. On peut imaginer que c'est la ville d'Oman, mais elle n'est pas citée dans le roman. Et il va vivre là en s'initiant donc au commerce. Le maître a une grande propriété, un grand entrepôt commercial, et il fait du commerce local et il fait également de grandes expéditions caravanières vers l'intérieur des terres où il va se fournir en produits et vendre également des produits.
Et donc Youssouf passe là, donc dans ce magasin entrepôt, les premières années donc de sa présence chez le maître. Lorsqu'il arrive à 16 ans, le maître décide de l'emmener faire une expédition plus lointaine, mais il va l'abandonner dans un entrepôt, dans une ville et un entrepôt relais auprès d'un commerçant qui s'appelle Hamid, et Youssouf va passer là, donc un peu plus d'1 an, à continuer à faire son apprentissage du commerce, mais à un niveau moins florissant que chez son maître, chez ce nommé donc Hamid. Avec Hamid, il s'initie au voyage un peu plus lointain. Il va visiter les villages d'un mont qui n'est pas nommé non plus. On peut imaginer que c'est le mont Kilimandjaro, mais le nom n'est pas donné dans le texte. Et donc il va visiter, faire du commerce dans ces villages donc de ce mont en compagnie d'Hamid. Il s'initie donc à ces voyages. Et d'autre part, comme c'est une ville relais, par cette ville passent de multiples voyageurs et c'est le moment où Youssouf entend tous ces voyageurs qui ont accompli des voyages extraordinaires raconter leurs voyages. Il ne suffit pas de voyager, il faut raconter ces voyages. Et Youssouf a les oreilles emplies de ces récits de voyage qui créent en lui donc ce désir de voyager à son tour au loin. Une année plus tard, son maître qu'il a laissé dans cette ville relais repasse par cette ville et cette fois-ci, son maître décide de l'emmener faire ce grand voyage vers l'intérieur des terres, passer les villages de ce mont, passer de l'autre côté de ce mont, aller vers la région des Grands Lacs. Les noms ne sont pas non plus cités là, on peut imaginer que c'est la région du lac Victoria, mais il n'est pas cité. Et donc, le maître va emmener Youssouf faire cette expédition. Nous sommes là au centre du roman, c'est le moment clé, c'est le sommet du roman, c'est le sommet de l'initiation de Youssouf au commerce avec ce voyage aux côtés du maître. Ce voyage est un vrai voyage d'initiation. Le maître a décidé d'avoir Youssouf continuellement à ses côtés, de lui apprendre en quelque sorte les choses. Le maître n'a pas d'enfant et il veut former Youssouf comme son second, voire en faire son successeur. Et donc il va l'initier donc à la gouvernance donc, de ce type de voyage. C'est un voyage qui va être terrible parce que la nature est très hostile, c'est une véritable jungle avec des pentes considérables, il y a des maladies, des blessures, on rencontre des peuplades locales qui rançonnent les voyageurs, il faut faire des cadeaux continuellement aux chefs locaux pour qu'ils laissent passer la caravane. Donc la caravane s'épuise du point de vue économique. Il y a une énorme tempête sur le lac qui ralentit également l'expédition. Donc c'est une expédition qui se révèle extrêmement difficile et désastreuse donc du point de vue économique en raison de tous ces obstacles qui se dressent sur la route donc des voyageurs. Le voyage se termine chez un chef local nommé Chatou, plus violent encore que les autres, puisqu'il attaque les voyageurs, s'empare de leurs biens, garde ces voyageurs prisonniers, et il faut l'intervention d'une colonne
de militaire allemande. Les Allemands sont en train de coloniser la région et il faut l'intervention d'une colonne militaire allemande pour faire que Chatou relâche donc cette colonne de voyageurs. Et donc cette colonne rentre au Bercail dans des conditions extrêmement difficiles. Le Seyid, le chef, le maître de Youssouf tombe malade au retour de cette expédition. C'est Youssouf qui est obligé de le soutenir pendant le voyage du retour jusqu'à la propriété donc du maître dans sa ville côtière. Au retour de cette expédition désastreuse, donc sur le plan économique, le maître est obligé d'aller faire la tournée de ses créanciers qui lui avaient prêté de l'argent pour réaliser cette expédition. Et pendant l'absence du maître, Youssouf va vivre 2 histoires d'amour qui vont se révéler tout aussi impossibles l'une que l'autre. La première histoire d'amour, c'est avec la première femme de son maître, la plus âgée, la femme la plus âgée, qui est amoureuse de lui. Elle prend prétexte d'une maladie de peau que Youssouf pourrait guérir parce qu'elle le considère comme un élu de Dieu. Il est tellement beau et il a de tels rêves, de telles visions pendant la nuit qu'elle le prend comme étant un protégé de Dieu. Et donc elle pense que Youssouf pourrait la guérir, mais il semble bien que la véritable intention de cette première femme du maître soit de séduire Youssouf. Youssouf s'enfuira lorsqu'elle essaiera de le séduire. Sa chemise sera déchirée par derrière, ce qui sauvera Youssouf lorsque la femme du maître l'accusera devant son mari. La preuve de la chemise déchirée par derrière, comme celle de Joseph, le fils de Jacob, dans la Bible et dans le Coran, sauvera Youssouf. C'est la preuve que ça n'est pas lui qui a essayé de séduire la femme, mais que c'est la femme qui a essayé de le séduire, puisque la chemise a été déchirée par derrière. Donc la première histoire se termine donc mal. La deuxième histoire d'amour, c'est avec la plus jeune des 2 femmes du maître, nommée Amina, qui est, elle, une jeune fille. Youssouf tombe passionnément amoureux d'elle, il voudrait s'enfuir avec elle, mais naturellement c'est la femme du maître et c'est impossible de briser, de transgresser les normes sociales. Youssouf n'a pas le courage, n'a pas l'audace de se poser en rival du maître et il sera contraint d'abandonner Amina sans faire aboutir donc cette histoire d'amour. C'est alors que une colonne de l'armée allemande fait irruption dans la propriété. On est proche de la guerre entre les Allemands et les Anglais pour la possession de ce Tanganyika et les Allemands recrutent parmi les indigènes des soldats pour lutter contre les Anglais. Et donc, Youssouf et son ami Khalil se cachent pendant cette irruption de la colonne allemande. Ils assistent cachés à l'intérieur de la maison à la rafle organisée par cette colonne allemande qui recrute donc des soldats indigènes. Le jardin de la propriété du maître est ravagé par cette colonne allemande et une fois que cette colonne allemande est partie, Youssouf sort de sa cachette et, c'est la dernière phrase du texte, Youssouf quitte cette propriété, la porte du jardin se referme derrière lui, il s'enfuit de cette propriété, il rompt son statut d'esclave envers le maître, il s'enfuit, mais il s'enfuit sur les traces de la colonne allemande.
Et donc c'est là-dessus que se termine donc le texte. Je reviendrai sur la signification de cette fin tout à l'heure. Voilà donc résumé ce roman de Gurna. Alors la première perspective que je voudrais mettre en avant devant vous, c'est le récit de formation que constitue ce texte. Bon, Gurna choisit de faire de son roman un récit de formation, un récit d'initiation, c'est-à-dire qu'il choisit une forme qui est une forme très répertoriée dans la littérature occidentale. Depuis le XVIIIe siècle, le récit de formation, c'est une forme que le lecteur occidental reconnaît très facilement, avec ses normes très faciles donc à identifier. Gurna fait le choix, pour parler de l'autre, pour parler d'un Africain que le lecteur occidental connaît mal, l'Afrique de l'Est, les Français en particulier connaissent un peu l'Afrique de l'Ouest, mais connaissent très mal l'Afrique de l'Est, et donc Gurna choisit, pour parler d'un autre très méconnu du lecteur occidental, à part peut-être les Anglais, une forme qui est une forme très reconnaissable, une forme très canonique, qui est le roman de formation. Mais en même temps, il introduit dans ce roman de formation des formes beaucoup plus étrangères au lecteur occidental, d'où le dérangement. J'ai parlé de ce roman avec pas mal d'amis qui se trouvent dérangés. Enfin, ce n'est pas un roman qui les séduit directement, parce que c'est un roman qui est perturbé dans sa forme de roman de formation par d'autres formes de récit. C'est le cas avec le récit de voyage. Au centre du texte, il y a ce grand récit de voyage de la côte vers l'intérieur des terres. Il y a des récits qui viennent des textes religieux, du Coran et de la Bible. Youssouf, c'est Joseph dans la Bible, et l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, qui est l'objet de la tentative de séduction de la femme de Putiphar, l'intendant de Pharaon. C'est une histoire qu'on trouve aussi bien dans le Coran que dans la Bible, et Gurna reprend donc également cette histoire dans son texte. Il y a également greffé sur le récit de formation des récits qu'on trouve dans les 1001 nuits, dans les récits arabes, les histoires d'amour dans le jardin, etc., merveilleux, c'est les 1001 nuits, donc il y a des récits de cette forme. On est également dans la forme du conte, de la fable ou du mythe. Cela se perçoit en particulier dans le gazage des éléments réalistes du récit, ce qui gêne beaucoup les lecteurs occidentaux qui sont habitués au réalisme dans le roman. Les noms, il y a quelques noms qui sont cités, mais beaucoup de noms, et en particulier les noms principaux des lieux où se passent les événements, ne sont pas cités dans le roman. C'est le cas du mont, dont on peut imaginer que c'est le Kilimandjaro, c'est le nom de la ville d'Oman, qui n'est pas cité non plus. C'est le cas du lac Victoria, pas cité non plus. Et donc, on est dans la fable, dans le conte, dans le mythe, dans un espace donc qui reste anonyme, qui prend une dimension poétique. Et donc, ça donne au récit la forme de ce qu'on peut appeler un réalisme magique. On parlait de réalisme magique pour les textes de l'Afrique du Sud, Garcia Marquez, etc. Eh bien, il y a quelque chose comme ça, ou Alejo Carpentier, le romancier cubain, eh bien, il y a de quelque chose comme ça dans le récit de Gurna. On est dans un réalisme magique, on n'est pas dans un récit réaliste, d'où la gêne éprouvée par le lecteur occidental que Gurna oblige donc à travailler. Et ça, c'est formidable, ça oblige le lecteur occidental à bouger, à travailler pour lire le texte, parce que c'est un texte qui ne répond pas directement au canon attendu par le lecteur occidental. Alors, le récit de formation, on peut le repérer très facilement en comparant son ouverture
et sa clôture, puisque ça part de quelque part et ça débouche sur quelque chose de différent, d'autre. Il y a une évolution qui se passe, une entrée dans la vie qui se passe. Et donc, l'ouverture du roman, c'est le récit de l'enfance difficile de Youssouf, c'est la subversion du mythe des origines heureuses des enfants africains. On imagine toujours que les enfants africains ont une enfance heureuse dans la collectivité locale, dans une nature merveilleuse, etc. C'est le contraire pour Youssouf, dans ce village de l'intérieur des terres. C'est une nature très défavorisée, il fait très chaud, la sécheresse est partout, on a faim, les cultures sont mauvaises, et donc on a faim. La famille de Youssouf est une famille qui marche mal, les parents s'entendent mal, et surtout le père a des dettes. C'est une région qui est en voie de colonisation, c'est une région qui a connu une prospérité au moment où les Allemands ont construit le train dans la région, mais depuis que le train est construit, les ouvriers se sont déplacés, et la région est retombée dans le marasme. Donc c'était une région défavorisée qui a connu un petit essor avec le développement du train, les travaux du train, et qui est retombée donc dans le marasme, d'où cette misère du père qui est obligé donc de mettre en gage son fils Youssouf, et il se voit contraint de le faire dans le mensonge. Il lui raconte que celui auprès de qui il le met en gage, c'est oncle Aziz. Il lui fait croire que c'est un membre de la famille, alors que ça n'est pas du tout le cas. Donc Youssouf devient esclave, au moins provisoirement. En réalité, ça sera définitivement, sans le savoir véritablement. Donc c'est la rupture avec le pays d'origine, le milieu parental, rupture définitive, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'exil de Youssouf, et un petit détail dans le texte marque cette rupture. Dans le train qui l'emmène de son village natal à la ville côtière où se trouve son maître, Youssouf oublie dans le train le chapelet que lui a donné sa mère. Donc c'est la rupture, le signe de cette rupture donc avec les origines. La fin, opposée à cela, c'est une nouvelle rupture, c'est le moment du choix, c'est le moment de l'entrée dans la vie d'homme, c'est le moment de l'irruption de la colonne de l'armée allemande. Youssouf échappe à la rafle, il est caché en compagnie de son ami Khalil, mais ensuite, il va s'élancer donc sur les traces de cette colonne. Et donc, Youssouf, à la fin, c'est celui qui refuse les destinées écrites pour lui. Le maître avait écrit pour lui la destinée « Tu seras mon second et ensuite mon successeur », le fils substitutif que ce maître n'a pas. « Tu pourrais me remplacer quelquefois », lui dit son maître. Il refuse cette condition, il refuse la représentation de l'avenir qu'avait son ami Khalil, qui n'a qu'un rêve, c'est que tous les deux épousent deux sœurs et qu'ils passent le reste de leur vie là, dans cette belle propriété du maître, qu'ils continuent donc à vivre ensemble dans cette belle propriété du maître. Et donc, Youssouf rompt avec ce désir donc de son ami Khalil, et il fait le choix de partir. Ce choix de partir est en réalité un choix extrêmement contraint. Le texte se termine de manière légèrement ouverte. Les intentions de Youssouf ne sont pas dites par le texte, mais la dernière phrase évoque un Youssouf se précipitant les yeux brillants sur les
trace de la colonne allemande qui vient de rafler les indigènes pour en faire des soldats. Et donc tout laisse à penser que Youssouf va rejoindre cette colonne allemande et qu'il va s'engager à son tour, volontairement lui, mais qu'il va s'engager dans cette colonne allemande, soit parce qu'il est fasciné par la force, l'efficacité déployée par cette colonne allemande, lui qui a l'habitude de ne rien pouvoir faire, de ne pas avoir de capacité d'agir. Les colonisateurs ont une force, et donc on peut supposer qu'il est fasciné par cette force du colonisateur, soit, deuxième interprétation, il n'a pas d'autre choix. Son choix est contraint, il n'a aucun retour en arrière possible, il ne peut retourner auprès de sa famille, c'est une voie fermée, il n'y a aucune résistance à la colonisation allemande, donc il n'y a aucune autre solution, c'est un choix très contraint qui s'offre à Youssouf, et donc c'est pourquoi il se lance donc sur les traces de cette colonne allemande. Après un rapide coup d'œil autour de lui, il s'élança les yeux brûlants à la poursuite de la colonne. C'est la dernière phrase du texte. Première lecture, je remercie Mélina qui supplée Francis qui est aphone pour le moment, ce qui est gênant pour un lecteur. Et donc Mélina a accepté de le remplacer au pied levé avec très peu de temps de préparation de ces lectures. Donc c'est la fin du texte, la toute fin du texte, la clôture du texte que lit Mélina. Les Askaris passèrent à l'action avant même que le sergent ne leur en donne l'ordre. Ils se mirent en rang avec une rapidité et une précision extraordinaires. Puis se dispersèrent par groupes de 3, en s'élançant dans différentes directions. 2 Askaris restèrent pour se poster des 2 côtés de la boutique. Un 3e alla enfoncer la porte du jardin. L'officier porta le verre à ses lèvres, le tapotant pour faire couler le liquide dans sa bouche. Il aspirait avec une telle avidité que l'effort lui empourprait le visage. Un peu du liquide blanchâtre dégoutta sur son menton et il s'essuya du revers de la main. L'Askari qui était entré dans le jardin revint faire son rapport. Il y avait des fruits, mais c'était tout. La porte de la maison était verrouillée. Youssouf avait mis un moment à s'apercevoir qu'il parlait le Kiswahili. L'officier n'accorda pas un regard au soldat qui repartit s'allonger sous l'arbre. Il se retourna et observa longuement le magasin barricadé. Youssouf avait l'impression qu'il le regardait droit dans les yeux. Il lui sembla qu'un long moment s'était écoulé lorsque les Askaris réapparurent, chantant et criant et poussant leurs prisonniers devant eux. L'officier allemand se leva et s'avança au bord de la terrasse, les mains derrière le dos. « Gog et Magog !» chuchota Khalil à l'oreille de Youssouf. La plupart des hommes que l'on avait rassemblés avaient l'air apeurés et regardaient autour d'eux comme s'ils se trouvaient en terre inconnue. D'autres semblaient assez satisfaits, bavardaient et lançaient des invectives bon enfant aux Askaris, qui ne parurent pas les apprécier, et allèrent bientôt faire taire les mauvais plaisants en leur donnant des coups. Quand tous les Askaris furent revenus, et tous les captifs regroupés au centre, le sergent s'avança pour prendre les ordres de l'officier. Celui-ci fit un signe de tête. Le sergent aboya avec satisfaction, avant de se retourner vers les hommes. 2 files de prisonniers furent formées, qui s'ébranlèrent à la nuit tombante en direction de la ville. L'officier allemand marchait en tête, le corps raide, et avec une économie de mouvement soigneusement calculée. Son uniforme blanc brillait dans le crépuscule. Avant qu'il n'ait complètement disparu, Khalil sortit furtivement du magasin et courut voir si tout allait bien dans la maison. Le jardin était plongé dans le silence.
Youssouf alla explorer ce qu'avaient laissé les Askaris. Il s'approcha doucement en reniflant, comme s'il s'attendait à sentir des relents âcres de leur passage. Le sol était piétiné. Au-delà de l'arbre soufi, il découvrit plusieurs tas d'excréments auxquels les chiens s'attaquaient déjà avec avidité. Ils le regardèrent avec méfiance, le surveillant du coin de l'œil et se mettant en position de défendre leur nourriture contre sa convoitise. Il eut de nouveau la vision de sa lâcheté, comme si elle luisait là, par terre, au clair de lune. C'était la naissance de sa première terreur, lorsqu'il avait été abandonné. Et maintenant, devant le spectacle de l'appétit avilissant de ces chiens, il comprit ce qui l'attendait. La colonne en marche était encore visible quand il entendit verrouiller la porte du jardin. Après un rapide coup d'œil autour de lui, il s'élança, les yeux brûlants, à la poursuite de la colonne. Voilà. Entre ces deux extrêmes, l'ouverture et la clôture, il y a donc la formation reçue par Youssouf. Elle se déroule dans 3 domaines, cette formation. Le premier domaine, c'est le commerce qui est aux mains des Arabes de cette région. L'initiation de Youssouf se fait par étapes. La première étape, c'est le magasin-entrepôt du maître. Youssouf apprend là la relation avec les clients, la gestion du magasin. On est dans une abondance, c'est dans une circulation extraordinaire de marchandises. C'est la découverte de l'abondance après la disette qu'il a connue quand il était enfant dans son village d'origine. Le deuxième stade, c'est le poste relais chez Hamid, où il découvre, après avoir découvert le grand marchand riche, l'univers du grand marchand riche, un univers beaucoup plus médiocre et beaucoup plus modeste, c'est celui du négociant Hamid dans cette ville relais, et donc il découvre là des difficultés du commerce plus grandes que cela n'était le cas dans l'abondance de l'entrepôt d'Hamid, mais il y découvre dans cette ville relais des choses qu'il n'avait pas encore découvertes jusque-là, en particulier donc ces récits de voyage faits par ces voyageurs de passage qui racontent donc ces choses extraordinaires qu'ils ont vues ou que d'autres ont vues et racontées et qu'ils racontent à leur tour. Et donc il y a là des récits qui jouent un rôle extrêmement important donc dans le texte. Et donc ce deuxième temps, c'est un temps pour Youssouf de l'attente. Il attend de faire une plus grande expédition, et c'est un temps de frustration qui creuse l'attente. Il aura envie d'aller faire cet extraordinaire voyage après avoir entendu lui-même tous ces voyages, tous ces récits de voyage extraordinaires qu'il aura entendus. Le troisième temps, c'est évidemment la grande expédition centrale du livre, donc on est au centre du livre. Youssouf a 17 ans à ce moment-là, pas par hasard. 17 ans, c'est dans tous les romans occidentaux l'âge qu'ont les héros quand ils rentrent dans le monde. Et donc Gurnah utilise les codes donc, du roman occidental pour bien montrer cette entrée dans le monde. Et donc, ce temps central, c'est le temps de la véritable initiation de Youssouf au commerce, c'est l'épreuve principale que doit affronter Youssouf, épreuve principale parce que la nature est terrible et qu'il doit affronter cette nature, parce qu'il y affronte également les hommes qui participent à cette expédition sont des hommes d'action, ce sont des hommes extrêmement durs et qui ont entre eux des rapports extrêmement difficiles. Et Youssouf va, au cours de cette expédition, progresser, comme lui dit
le chef de l'expédition qui s'appelle Mohamed Abdallah, qui lui dit qu'il devient grand au cours de cette expédition, qu'il apprend aux côtés du maître, il marche en queue de colonne en compagnie du maître, et le maître le fait participer de plus en plus étroitement à l'action. En particulier, il va confier à Youssouf la communication, les négociations qu'il va falloir mener avec Chatou, le plus terrible des chefs locaux qu'ils ont à affronter à la fin. Et donc Youssouf va participer à ces négociations avec Chatou. C'est lui qui, sur les conseils de Mohamed Abdallah, donnera au maître qui tend à être gagné par la lassitude, à être découragé sur la fin de l'expédition, qui lui donnera le conseil de partir. Mohamed Abdallah lui dit au maître qu'il faut partir parce que la situation est devenue terrible, et Youssouf le fait. Oncle Aziz, dit Youssouf, est-ce que le temps n'est pas venu pour nous de partir, dit-il, assis à quelques pas du marchand et en s'inclinant respectueusement. C'était la première fois qu'il s'adressait ainsi au marchand depuis le début de sa servitude, mais les circonstances étaient exceptionnelles. Donc, il devient en quelque sorte maître à l'intérieur de l'expédition. Il remplace d'une certaine manière le maître défaillant qui lui a servi de mentor pendant toute l'expédition. Aziz est un homme plein de courage, plein d'habileté, extrêmement habile, en particulier dans les négociations avec les chefs locaux. Donc Youssouf l'a observé, c'est son mentor. Dans les récits d'initiation, il y a toujours des mentors que le jeune homme observe pour voir comment il faut faire. Donc dans un premier temps, Youssouf a observé son mentor, et dans un deuxième temps, il devient lui-même capable de diriger, capable de pousser le maître à prendre de bonnes décisions. Et pendant toute la fin du voyage, il va être aux côtés du maître, à le soutenir. Le maître a besoin de lui comme second. Youssouf marchait à côté de lui pour le soutenir quand ses forces étaient défaillantes, dit le texte. Le maître lui dit encore « Assieds-toi près de moi et dis-moi un peu ce que tu en penses. » Donc il est devenu quelqu'un. Il n'était rien, il n'était qu'un esclave auprès du maître. Il est devenu quelqu'un désormais auprès du maître. Et cette initiation donc à la grande expédition s'accompagne de la découverte d'une réalité terrible, c'est que cette grande expédition qu'il découvre pour la première fois, c'est en même temps la dernière, parce que les temps changent, c'est fini, la colonisation va mettre un terme à ces grandes caravanes commerciales, le train des colons remplacera désormais ces grandes caravanes, et donc c'en est fini, c'est la fin d'une époque, c'est la première et dernière expédition de Youssouf, ce qui redonne évidemment davantage de puissance à cette évocation. La dernière phrase qui termine le récit de la caravane est terrible. Le lendemain matin, ils entrèrent dans la ville, précédés d'un des deux cornistes qui avait tenu à jouer malgré tout. Sa mélodie nasillarde, qui se voulait entraînante, avait des accents stridents et funèbres. Donc c'est la fin d'un monde avec la fin de ces grandes caravanes commerciales à quoi la colonisation met fin. Deuxième domaine de la formation, de l'initiation de Youssouf, c'est le domaine amoureux et érotique, sous des formes extrêmement intéressantes. On est dans une société extrêmement corsetée, dominée en particulier par la religion islamiste, et les règles sont établies de manière très, très ferme, les conventions sont très fortes. Or, ce que montre Gurnah dans cette société,
c'est l'extrême diversité des conditions, la liberté des conditions, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ce qui va à contretemps de la représentation univoque que l'on a souvent de ce type de société. Le corps, le désir, la sexualité jouent un rôle extrêmement important dans le roman, dans cette société, ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, vu le poids donc des conventions et des règles qui pèsent sur cette société. Youssouf est un objet érotique, il a pour caractéristique d'être d'une beauté extraordinaire, qui n'est pas décrite dans le roman, mais qui est répétée continuellement, et cette beauté extraordinaire le rend objet érotique aussi bien pour toutes les femmes que pour les hommes. Les femmes, on pourrait penser que dans ce roman, elles n'auraient qu'un rôle extrêmement réduit, puisque le rôle des femmes dans ce type de société, c'est le mariage, etc. Et certaines femmes ont ce rôle, c'est le cas en particulier d'Amina, qui est coincée dans ce rôle du mariage, mais il y a aussi beaucoup d'autres femmes, ce que montre Gurna, c'est la diversité de ces conditions, beaucoup d'autres femmes qui évoquent, qui fonctionnent sur une liberté beaucoup plus grande. Par exemple, chez Chatou, lorsque Youssouf va négocier avec Chatou, il y a là assise à côté de Chatou le groupe des femmes qui sont toutes folles de ce jeune homme qu'elles voient arriver. Les femmes avaient pris Youssouf en amitié, elles le cajolaient à la moindre occasion, ses petites attentions et sa beauté les enchantaient. Elles se moquaient de lui adressaient colibés et sourires qui n'étaient pas entièrement bienveillants. Elles lui envoyaient des jeunes filles avec de petits cadeaux et des propositions. « Viens me voir cet après-midi pendant que mon mari fait la sieste. Veux-tu un massage? Ou je peux te gratter, ou ça te démange ?» Elle riait aux éclats en le regardant et l'interpellant. Une des vieilles femmes lui envoyait des baisers et se trémoussait en passant devant lui. Donc, c'est un objet érotique donc, du côté des femmes qui sont assises donc, à côté de Chatou. Donc le désir circule de manière extrêmement libre dans certains univers donc, autour de Youssouf. De même, l'homosexualité est extrêmement présente dans le texte. Par exemple, le chef de l'expédition Mohamed Abdallah a une très mauvaise réputation, il passe pour un sodomite. Youssouf remarque que, alors qu'il est en train de dialoguer avec lui, ce Mohamed Abdallah a une érection. Donc le désir est extrêmement présent donc, dans le texte. Quand Youssouf se rend parmi les porteurs, immédiatement il est l'objet de tripotage par les porteurs, etc. Donc le désir, la sexualité est omniprésente. On n'est pas du tout dans une société coincée. En tant qu'objet érotique, Youssouf repousse tout. Jamais, donc, il ne s'adonne donc à ces jeux érotiques dont il est accablé, mais par ailleurs, il est lui-même sujet amoureux. Il est sujet amoureux. C'est sa relation avec Amina, la seconde femme donc du maître, où là, il va se heurter à la convention, au poids des règles. Amina est la deuxième femme du séyid. Il rêve de partir avec elle et Amina lui dit « Tu es un rêveur », parce qu'elle a compris qu'elle ne pourrait rien faire, qu'elle est dans une société où la femme a pour fonction le mariage et qu'elle ne peut échapper donc à la fonction qui est la sienne. Dans la ville côtière où habite le maître, il est évoqué également des mariages indiens, et dans un de ces mariages indiens, la femme est représentée comme
marchant la tête baissée. C'est un mariage qui fait ressortir la soumission des femmes et le rôle donc écrasé qu'ont les femmes aussi dans cette société. Donc on a des conditions extrêmement diverses qui sont représentées, et ce désir de Youssouf pour Amina échouera. Il sera obligé de fuir en quittant Amina parce qu'il n'ose pas se poser en rival de son maître. Ça lui apparaît comme impossible. C'est la lâcheté dont il parlait dans le texte de lecture fait par Mélina. Il se trouve lâche de ne pas avoir osé parler au maître de cet amour, ou ne pas avoir osé fuir avec Amina, comme il l'avait désiré. Donc c'est une initiation amoureuse dans une société très normée, etc., mais qui prend des formes donc extrêmement diverses, à quoi nous fait assister Gurnah. Mais d'une manière générale, c'est une frustration et un échec, aussi bien comme objet érotique que comme sujet amoureux. Rien n'aboutit pour Youssouf, c'est un échec total du point de vue de la formation amoureuse. Le troisième domaine, c'est la religion, avec là aussi quelques surprises. On imaginerait que dans ces sociétés où règne le Coran et l'islam, la religion serait écrasante. La société que donne à voir Gurnah est une société beaucoup plus diverse que cela. Gurnah montre que la formation à l'islam de Youssouf est extrêmement sommaire. On pourrait penser que les enfants sont enfermés dans l'islam et qu'ils sont formés de manière extrêmement dogmatique. Or, le premier maître de l'école coranique que suit Youssouf, c'est un maître qui se sert des enfants beaucoup plus pour les envoyer faire ses courses que pour leur apprendre le Coran, dont il a l'air de se ficher pas mal. Youssouf apprend le Coran quand il se trouve chez Hamid, il apprend à lire le Coran et il fait des études coraniques beaucoup plus poussées, jusqu'au jour où un hindou, un sikh, lui apprend la mécanique. Et il trouve la mécanique beaucoup plus amusante que l'apprentissage du Coran, et il abandonne donc l'apprentissage du Coran. Et dans la décision finale que prend Youssouf de s'enfuir, dans le passage qui a été lu, la formation coranique de Youssouf n'entre en rien. C'est une décision purement humaine dans laquelle donc la religion ne joue absolument donc pour rien. Donc on voit que le poids de la religion coranique n'apparaît pas dans toute sa force, dans toute sa violence, n'est en tout cas pas écrasante comme on pourrait s'y attendre donc dans le roman donc de Gurnah. En particulier, la croyance en l'élection divine de Youssouf est complètement tournée en ridicule. Elle est tournée en ridicule par lui-même. Tout le monde croit que c'est un élu de Dieu parce qu'il est beau et qu'il a des visions prophétiques pendant la nuit. Mais lui, quand la plus vieille des femmes du maître lui demande de faire des prières pour la guérir de la maladie, de la tache qu'elle a sur le cou et le haut de la poitrine, Youssouf, en disant ces prières, rit. Il se moque de la croyance qu'a cette femme de son maître en sa capacité divine. Donc il rit de cette croyance que l'on a donc en lui. Et l'histoire de Youssouf avec cette femme parodie donc ce récit coranique de Joseph Youssouf dans le Coran, que la femme de l'intendant de Pharaon, Poutifar, cherche à séduire, et donc c'est tourné en ridicule. Donc
Gurnah prend une histoire du Coran qui se trouve également dans la Bible, c'est l'histoire de Joseph dans la Bible, et cette histoire est racontée de manière ridicule, elle suscite le rire. Donc on voit que la religion est tournée en ridicule donc, dans cet épisode donc, du texte. Deuxième lecture de Mélina, c'est la lecture où Khalil, qui est l'ami de Youssouf, raconte le sort qui a été le sort terrible qui a été celui d'Amina, Amina qui a été, elle aussi, donnée en gage au maître par le père de Khalil et qui est devenue l'épouse du maître et qui est désormais, donc en tant qu'épouse, coincée, dont la destinée est complètement enfermée. Donc Gurnah ne montre pas l'émancipation féminine dans son roman, il montre la diversité. Il y a des femmes qui, comme Amina, qui subissent la contrainte de la destinée féminine par l'islam, mais il y a aussi, par ailleurs, des femmes qui y échappent. C'est une représentation très diverse de la réalité qui est donnée par Gurnah. Mais Amina, elle, est en plein dans la représentation de la destinée enfermée donc des femmes. Nous habitions dans une petite ville du sud, un endroit misérable. Je t'ai déjà raconté ça. Mon père faisait du commerce avec les pêcheurs et les paysans qui venaient échanger leurs légumes et leurs œufs contre une poignée de clous, un coupon de tissu, une livre de sucre. Et les petites occasions de contrebande étaient toujours les bienvenues. Je me rappelle quand elle est arrivée. Elle pleurait. Elle était sale, terrifiée. Tout le monde en ville a appris son histoire, mais personne n'est venu la réclamer. Alors elle est restée avec nous. Pour Momba, elle était son kifa orongo, dit Khalil avec un sourire. Le matin, il l'appelait, elle s'asseyait à côté de lui et il lui donnait des petits morceaux de pain à manger, comme à un petit oiseau. Du pain de millet avec du gué. Elle babillait et ouvrait grande sa bouche. Elle suivait partout ma mère, où elle sortait avec moi. Un jour, mon père nous a dit que nous lui donnerions notre nom, qu'elle entrerait dans notre famille. Il disait toujours « Dieu nous a tous créés à partir du même caillot de sang ». Elle parlait mieux que nous. C'est une Mswahili comme toi. Et alors, le Seyyid est venu. Quand elle a eu 7 ans, mon pauvre, mon stupide bas, que Dieu ait pitié de lui, lui a proposé pour lui payer en partie sa dette. Et moi, je devais être le Rehani jusqu'à ce qu'elle soit d'âge à être mariée, à moins que mon bas n'ait pu me racheter avant. Mais il est mort. Ma mère et mes frères sont retournés en Arabie et nous ont laissés avec notre honte. Quand ce démon de Mohammed est venu nous chercher, il l'a fait se déshabiller, il l'a caressé avec ses mains dégoûtantes. Khalil se mit à pleurer doucement, les larmes coulaient le long de son visage. Après le mariage, continua-t-il, le Seyyid m'a dit que je pouvais rester ici si je voulais. Et je suis restée pour servir cette pauvre Amina que mon bas a vendue comme une esclave. Que Dieu ait pitié de son âme. « Mais vous n'êtes pas obligé de rester !» s'écria Youssouf. « Elle peut partir si elle veut. Qui peut l'en empêcher ?»« Mon frère, comme tu es courageux !» dit Khalil en souriant à travers ses larmes. « Oui, nous pourrions nous sauver tous les trois et aller vivre dans la montagne. Mais c'est à elle de décider. Seulement, si elle part contre la volonté du Seyyid, il faudra que je revienne comme Rehani ou que je paye la dette. C'était le contrat. Et c'est ce que l'honneur exige. Donc elle ne partira pas, et moi, je resterai avec elle. Comment peux-tu parler d'honneur ?
De quoi d'autre tu veux que je parle ? Demanda Khalil. Mon pauvre Ba, Dieu ait pitié de lui, et le séyid m'ont dépouillé de tout le reste. C'est à cause d'eux que je suis un poltron bon à rien. C'est peut-être dû aussi à ma nature ou à notre façon de vivre, nos habitudes, mais elles, ils lui ont brisé le cœur. Il ne nous reste que l'honneur. Deuxième voie que je voudrais explorer, on vient de voir qu'il s'agissait d'un roman de formation, d'initiation. Deuxième voie, c'est un roman qui tire vers le conte, vers la fable, vers le mythe. La clé, c'est le titre, Paradis. Où c'est le paradis ? C'est la question que se posent plusieurs des personnages du roman qui se demandent, ici-bas, où est le paradis ? Y a-t-il ici-bas un lieu où l'on puisse être heureux, où l'on puisse éprouver du plaisir ? Le roman de Gurnah sera terrible. Ce lieu, il n'est nulle part. Le paradis sur terre n'existe pas. Il n'est nulle part. Le texte envisage 3 lieux où pourrait être le paradis, mais à chaque fois, ce lieu est déconstruit par le texte et nous ne sommes pas au paradis. Le premier de ces lieux, c'est la ville côtière où se trouve donc le grand magasin entrepôt du maître de Youssouf. À l'arrivée de Youssouf dans cette ville, il est ébloui, vu d'où il vient, vu du village misérable d'où il vient. Ce lieu apparaît comme le paradis, cette ville est le paradis. D'ailleurs, c'est ce que lui dit Khalil en voyant arriver ce petit maigrichon de son petit village natal. Il le prend pour un sauvage. Il paraît tout petit et faible, dit-il aux gens de l'entrepôt, parce qu'il arrive des terres sauvages, là-bas, derrière les montagnes. Là-haut, ils n'ont rien à manger que du cassava et des mauvaises herbes. C'est pour ça qu'il a l'air d'un mort-vivant. Donc, la ville apparaît comme le paradis de la civilisation. C'est le lieu où l'on peut être heureux parce que c'est le lieu de l'abondance. C'est le lieu de la circulation des marchandises, des produits. On y mange, ce qui n'était pas le cas dans le petit village natal où les parents ne pouvaient manger que le jour où oncle Aziz venait pour discuter du contrat de leur fils. Sinon, les autres jours, on faisait maigre, on ne mangeait que quand on recevait des hôtes importants. À la ville, on peut manger tous les jours. Il est question de fêtes de mariage où les riches distribuent de la nourriture aux pauvres dans cette ville. Donc, on est dans la pleine abondance. C'est le lieu de l'échange, de la circulation, aussi bien de la nourriture que des récits, que de la parole. La ville, cette ville côtière, c'est une ville de la convivialité où tout le monde discute avec tout le monde. Quand Khalil y va en compagnie de Youssouf, on va discuter avec les pêcheurs de la ville pendant des heures. C'est une ville qui est ouverte sur la terre et sur la mer, et où tout arrive. C'est une espèce de centre où tout arrive. C'est le lieu de la foule, c'est le lieu des fêtes, comme les mariages. C'est le lieu de tous les plaisirs également que cette ville. Le Khalil et Youssouf, qui sont tous les deux esclaves, travaillent toute la semaine et la nuit comprise, puisqu'ils dorment dans l'entrepôt, donc ils sont corvéables à merci, mais le vendredi, on va à la mosquée, et donc ils passent la journée à la ville, et là, c'est la fête, c'est la liberté totale, c'est le moment où ils déambulent dans l'oisiveté, c'est le moment des jeux,
avec les autres enfants, ils redeviennent eux-mêmes des enfants dans cette ville. Dans cette ville, il y a des fêtes, des spectacles avec des musiques, des danses, des concerts, des chants. Et donc, on est dans un lieu donc, de plaisir. C'est le lieu de Dieu également. Il y a là la mosquée, donc, où régulièrement les deux amis vont le vendredi. Mais dans cette ville qui pourrait être le paradis, il y a de multiples failles qui ruinent ce paradis, de multiples dissonances malgré le confort et le plaisir. Il est question dans cette ville de la saleté, de la puanteur des rigoles de la ville, les odeurs nauséabondes de crottin ou de tabac, l'odeur âcre des algues au lieu de l'air frais et vivifiant que l'on attend. Et surtout, il y a dans cette ville la présence des chiens, ces bandes de chiens errants, c'est une des obsessions du siècle passé, et dans cette ville, il y a ces bandes de chiens décharnés, pelés, couverts de plaies, attirant des nuages de mouches aux abords de la ville. Ces chiens, vous les avez vus reparaître dans la première lecture faite par Mélina à la fin. Donc, ces chiens, qui sont des chiens réels que rencontre Youssouf, ce sont des chiens dont il rêve également la nuit, quand il a été abandonné par ses parents, donné, mis en gage chez oncle Aziz par son père. Il est passé par une période extrêmement difficile où il rêvait sans arrêt, et dans ses rêves apparaissaient ces chiens terribles, donc errants. Cette ville, c'est aussi l'univers de l'inégalité, des inégalités économiques et sociales. Cette grande ville, c'est la ville où se trouvent dans des quartiers huppés les créanciers d'Aziz. Il y a des quartiers magnifiques qui sont les quartiers des banquiers, qui sont en particulier les banquiers indiens, qui prêtent de l'argent aux Arabes qui font, eux, le commerce des caravanes. Et donc, cette ville, c'est une ville extrêmement inégalitaire, où il y a beaucoup de pauvres à qui, pendant les mariages, on distribue de la nourriture. Donc, il y a des mendiants, il y a des pauvres, avec les extrêmes riches que l'on trouve également dans cette ville. La situation des femmes, pour certaines, est terrible dans cette ville. Le texte montre cette mariée indienne, très jeune, qui incline son visage à son entrée dans la maison du mari. C'est une toute petite notation dans le texte, mais terrible, parce qu'elle signifie toute la soumission, la domination dont les femmes sont victimes dans cette société. Certes, il y a des fêtes dans cette ville, mais ces fêtes se terminent, dit le texte, par des chants qui sont mélancoliques et tristes. Les lendemains de fête, la fin des fêtes, c'est mélancolique et triste. Donc la ville, c'est la civilisation, mais le paradis, ça n'est pas la civilisation. Nous connaissons ça. Deuxième lieu évoqué par le texte, c'est la nature sauvage. C'est l'image occidentale de la nature africaine. On a fait les réserves, les safaris, etc. C'est la splendeur de la nature africaine. Et donc, c'est l'image qu'ont les Occidentaux de la nature sauvage africaine. Or, le texte de Gurnah détruit ce mythe de la belle nature africaine, ce mythe du paradis de la nature africaine. Voici la première notation lors de l'expédition de commerce, c'est le premier campement du voyage. Lorsque le campement fut installé, le Mnyapara, c'est-à-dire le chef de l'expédition, vint s'asseoir sur la natte face à oncle Aziz. Quand on regarde ce pays, lui dit le marchand, on est rempli de nostalgie.
tant de pureté, de lumière. On serait tenté de penser que les habitants ne connaissent ni la maladie ni la vieillesse, que leur vie n'est que contentement et quête de sagesse. Mohamed Abdallah, donc, qui est le chef de l'expédition, eut un petit rire. « S'il y a un paradis sur terre, c'est ici, c'est ici, c'est ici », dit-il avec ironie, faisant sourire oncle Aziz. Donc, dès le départ, Mohamed Abdallah, donc, qui a l'expérience, il est le chef de l'expédition, il a l'expérience de ces expéditions, répond avec ironie pour laisser entendre que dans cette nature qui paraît belle, nous ne sommes pas dans le paradis. Alors c'est vrai que cette nature africaine est d'une beauté à couper le souffle par moments. Youssouf est frappé pendant cette expédition par l'immensité, la force, la nouveauté de cette nature. L'air était vif sur la montagne et la lumière avait un reflet violet que Youssouf n'avait jamais vu auparavant. Au lever du jour, le sommet était caché par les nuages qui disparaissaient à mesure que le soleil se faisait plus ardent, et la cime surgissait alors, couronnée de glace. Et donc cette cime couronnée de glace, c'est la cime du mont, sans doute Kilimandjaro, qui est le lieu fascinant par excellence du Tanganyika, puisque c'est un mont couvert de neige et de glace en Afrique, ce qui, aux yeux des Occidentaux, est évidemment extraordinaire. Et donc les neiges du Kilimandjaro, c'est un mythe bien présent chez les Occidentaux. Lors de cette expédition, lors de sa première expédition, il y a un très bel épisode de découverte d'une cascade par Youssouf. Youssouf saute dans l'eau et découvre une cascade. Il saute dans l'eau, la froideur de l'eau lui fait pousser un cri. Il découvre une cascade, l'eau vive, autour de laquelle règne une atmosphère mystérieuse et envoûtante, mais paisible et bienveillante. Il éprouvait une sensation de bonheur, un havre de paix. La cascade, elle est si belle. Le soir, au moment de s'endormir, c'est agréable de se dire que le paradis ressemblera à ça, confia Hamid à mi-voix. Donc, il y a des moments où la beauté de la nature africaine s'impose. Je cite encore une phrase, « Avez-vous remarqué comme la lumière est verte ici ?» Donc la lumière peut être violette, elle peut être verte. C'est une lumière extraordinaire de cette nature africaine. Donc il y a des moments où on a l'impression d'être au paradis, mais ce ne sont que des moments isolés, éphémères, parce que cette nature, c'est bien non pas un paradis, mais un enfer. Le terme d'enfer est dans le texte. La nature elle-même est un enfer. C'est une nature dont la géographie est hostile, la pente est terrible. Il y a des cataclysmes comme des tempêtes qui s'abattent sur le lac, par exemple. Il y a des animaux dangereux qui errent absolument partout. Les corps des commerçants sont continuellement blessés, saisis par des maladies, piqués par des insectes terribles. La progression est extrêmement difficile au point que le chef de l'expédition, Mohamed Abdallah, s'en prend à un moment au guide dont il croit qu'il les trahit, tellement la progression est difficile. Il se dit que ça ne peut pas être naturel, qu'il est en train de leur tendre un piège. Mais on est bien dans la réalité de cette géographie qui est si difficile. Donc la nature en elle-même est terrible. Il y a l'hostilité des populations, cette forêt, cette jungle qui rappelle le roman de Joseph Conrad Au cœur des ténèbres. C'est le même enfer africain qui est décrit. Donc ces peuplades sauvages qui habitent ces villages de la jungle
sont d'une hostilité radicale, c'est des peuplades extrêmement violentes, agressives, qui dépouillent les voyageurs, avec lesquels il faut continuellement négocier, des cadeaux avec lesquels les rapports sont extrêmement agressifs, et avec Chatou, les choses s'enveniment encore, puisque les voyageurs sont non seulement dépouillés, mais faits prisonniers, et comble de l'ironie, ils échappent à la mort grâce à une colonne de militaires allemands, parce que sinon, on se demande ce qu'ils seraient devenus. Et cette région, d'autre part, c'est enfin une région qui est colonisée, qui commence à être colonisée. Le train est en train de gagner toutes ces régions. Les colonisateurs mettent la main sur ces régions de manière extrêmement brutale. Ils prennent possession des terres, ils remplacent les Arabes pour faire le commerce, ils imposent leurs lois, ils utilisent donc la violence et la force avec les apparences de la civilisation, puisqu'ils laissent croire qu'eux représentent la civilisation, la pacification contre la sauvagerie. Ils ont, par exemple, interdit le commerce des esclaves, mais ils ont laissé la possibilité de la mise en gage, comme le montre le cas de Youssouf, et donc ils se présentent comme ceux qui ont éliminé l'esclavage, ceux qui sont du côté de la civilisation et non pas de la violence. Donc ils sont en train de s'imposer absolument partout. Donc la nature sauvage n'est pas non plus, même si elle peut être belle, n'est pas non plus le paradis. Troisième lieu possible, plus proche du paradis, c'est le jardin, puisque aussi bien dans le Coran que dans la Bible, le jardin, l'Éden, représente un lieu paradisiaque. Donc l'image du jardin de l'entrepôt de la demeure d'Aziz ressemble beaucoup au paradis, par la géographie, par la clôture qui est la sienne, par la forme géométrique, c'est la description du paradis donnée dans le Coran, avec un bassin central et 4 canaux qui partent dans les 4 directions géographiques, comme dans le Coran. Il y a là des arbres fruitiers, des fleurs, des buissons, de l'herbe, c'est des parfums, la fraîcheur, le silence. C'est un lieu de joie et de bonheur. C'est l'image du paradis sur terre que ce jardin, donc, du maître de Youssouf. Ce jardin, il est clos, c'est un jardin secret dans lequel le maître interdit à Youssouf d'entrer au départ. Il ne pourra y entrer que progressivement, donc, dans la suite du texte. Et donc, c'est un lieu gardé, un lieu interdit que ce jardin. Mais en même temps, ce jardin, c'est un jardin qui est défaillant, c'est un paradis qui est défaillant par bien d'autres aspects, défaillant d'abord parce que c'est un jardin qui devrait être lié à l'amour. Or, les histoires d'amour dans ce jardin, toutes les deux, aussi bien avec l'épouse la plus âgée qu'avec la plus jeune pour Youssouf, échouent. Donc les belles vierges attendues par les musulmans au paradis, elles sont absentes, elles ne sont pas là. Il y a 2 histoires d'amour qui échouent ici. Et d'autre part, ce jardin, il est souillé par la colonne allemande, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la première lecture, où les soldats allemands pénètrent dans le jardin, laissent là des excréments qui sont dévorés par les chiens qui apparaissent comme les animaux vils. Ça n'est pas dans le Coran, ce caractère des chiens. Le Coran parle très peu des chiens. Il y a 3 mentions qui ne sont pas explicitement négatives, mais les chiens sont négatifs dans la représentation moderne de l'islam, venant sans doute
des bandes de chiens, des souillures, du caractère vil que représentent ces chiens dans la modernité. Ce n'est pas le Coran directement qui donne ce caractère-là, mais ce jardin, il est souillé donc par la merde laissée par les colons et par les militaires allemands, et d'autre part, ces chiens mangent la merde des colons. Donc c'est une image violente, terrible, obscène, qui ruine complètement cette image du jardin. Donc il y a une triple déconstruction du paradis. Le paradis, ça n'est pas la ville, ça n'est pas la nature sauvage, ça n'est pas non plus le jardin. Troisième lecture, c'est la lecture d'un des passages qui relate l'expédition d'Aziz dans la nature, et donc c'est la destruction du mythe de la belle nature sauvage. Elle n'existe pas, ça n'est pas le paradis. Donc c'est l'enfer que décrit Gurnah. Cette rive était très boisée et montait en pente raide. La plupart des habitants avaient l'air malades. La nuit, des nuées de moustiques s'abattaient sur eux et les piquaient avec une telle violence que les victimes poussaient un cri de douleur et d'exaspération. Plus rien ne retenait les voyageurs maintenant qu'ils s'étaient arrangés avec Marimbo. Celui-ci avait choisi des couteaux, des pioches et un rouleau de cotonnade blanche, moyennant quoi il surveillerait les marchandises qu'on lui laissait en dépôt. On achèverait de le rémunérer au retour. Tous étaient contents de partir et de fuir les moustiques. Oncle Aziz aussi, qui voyait diminuer sérieusement le volume de ses marchandises, écorné par tous les tributs qu'il avait dû distribuer au cours du voyage, il n'avait encore fait presque aucun bénéfice, mais comptait bien se rattraper dans le pays de Marungu, derrière les falaises rouges. Ils partirent donc le lendemain de bonne heure. Le guide, procuré par Marimbo, était un homme silencieux et de haute taille. Ils s'engagèrent sur des sentiers étroits et abrupts qui s'enfonçaient dans une végétation luxuriante. Des plantes inconnues leur déchiraient les visages et les pieds. Des nuées d'insectes tournoyaient autour d'eux et les piquaient cruellement lorsqu'ils s'arrêtaient pour se reposer. Le lendemain, tous se réveillèrent le visage en sang. Plusieurs d'entre eux étaient tombés malades. Ils pressèrent le pas dans leur hâte de sortir de cette terrible forêt. Toute la nuit, ils avaient entendu des craquements, des grognements dans les buissons, et avaient tellement peur des buffles et des serpents qu'ils s'étaient blottis les uns contre les autres. « N'allez pas trop loin pour pisser !» leur avait crié Simba Mwene pour se moquer d'eux. Le Mnyapara harcelait les hommes et brandissait sa canne devant les traînards. Ses invectives résonnaient dans la forêt. On avançait péniblement car la montée était rude. Simba Mwene et Nyundo restaient auprès du guide et se retournaient de temps en temps pour prévenir les hommes de chaque nouveau danger. Nyundo était le seul à le comprendre et en profitait pour faire le pitre, ce qui irritait le Mnyapara et amusait les porteurs. Le 3e jour, les malades étaient au plus mal et nombreux montraient des signes de faiblesse. Les plus atteints ne mangeaient plus, déliraient et avaient une diarrhée continuelle. Ils étaient portés tour à tour par leurs compagnons. La pente était si abrupte qu'ils avançaient lentement et traînaient leur fardeau à 4 pattes. Le 4e jour, 2 hommes moururent. On les enterra rapidement et on s'arrêta 1 heure, le temps que le marchand lise silencieusement une sourate du Coran. Ils étaient tous accablés de plaies purulentes où les insectes déposaient leurs œufs et aspiraient du sang frais. Paniqués, ils devenaient convaincus que le guide les menait à leur mort. Le Mnyapara s'emportait souvent contre lui et regardait Nyundo d'un air accusateur lorsqu'il faisait l'interprète. Ce n'était pas le même chemin que l'année précédente. Où les conduisait-il ? « Arrête de faire le clown, disait-il, et interroge-le convenablement. » Le guide répondit à Nyundo que l'autre itinéraire n'était pas sûr au moment des pluies.
Quand, au matin du 5e jour, on découvrit que 2 autres hommes étaient morts, tous les yeux se tournèrent vers le guide. Mohamed Abdallah se jeta sur lui et, acclamé et encouragé par les porteurs et les gardes, il se mit à le frapper furieusement avec sa canne. Le malheureux courbait le dos et criait grâce. Nyundo essaya de s'interposer, mais Mohamed Abdallah le cingla 2 fois au visage, le faisant reculer avec un cri de terreur. « Mes yeux !» hurlant et sanglotant à chaque coup qui lacérait sa chair nue. Les hommes commencèrent à se rapprocher, armés de bâtons et de lanières de cuir. Simba Mwene accourut pour retenir le bras du Mniampara, essayant de s'interposer entre celui-ci et le guide. « Ça suffit, ça suffit !» criait-il. Mohamed Abdallah, haletant, son visage et ses bras ruisselants de sueur, vociférait. « Laissez-moi battre ce chien! Il veut que nous périssions tous dans cette forêt! Il nous a dit que dès demain nous sortirions de cet enfer !» plaida Simba Mwene en l'entraînant. Troisième perspective sur laquelle je voudrais insister, c'est la représentation de la société est-africaine, donc le Tanganyika de l'époque, Tanzanie d'aujourd'hui, donnée par ce texte. Nous sommes dans le réalisme magique, dans le conte, dans le mythe, dans la fable, mais cette fable, par le moyen du détour, nous dit la réalité, et nous dit la réalité de manière peut-être beaucoup plus forte et beaucoup plus juste qu'un texte qui relèverait de l'analyse réaliste. La grande qualité de Gurnah, c'est la complexité, c'est la volonté de déconstruire les stéréotypes de la littérature postcoloniale. La calamité de la littérature postcoloniale, souvent, c'est le binarisme, c'est l'opposition manichéenne entre les colonisés et les colonisateurs. Avant, c'était le paradis, les colons sont arrivés, ils ont transformé le paradis en enfer. Pour Gurnah, le paradis n'existait pas avant, ce ne sont pas les colons qui ont créé l'enfer, les colons ont créé l'enfer en pénétrant dans les failles de la société telle qu'elle existait déjà auparavant. Il y avait déjà tellement d'insuffisances, tellement de faiblesses dans la société précédente qu'elle est devenue facilement un enfer avec la colonisation. Ce n'est naturellement en aucun cas une édulcoration de la colonisation, de l'entreprise coloniale. Les colons, comme vous l'avez déjà vu dans les lectures, sont représentés de la manière la plus violente, la plus terrible qui soit, mais ils ne sont pas à l'origine donc de l'enfer qu'est devenue cette société. Alors cette société est-africaine, ça n'est pas une société unis, ce ne sont pas les colonisés en brut, comme une collectivité qui sont représentés. Cette société, c'est une société métissée, où cohabitent de multiples ethnies. Il y a là des natifs africains, les Swahili, il y a là des Arabes, il y a là des Indiens, il y a là des Persans, il y a là des Grecs, et contrairement à ce qu'on entend continuellement raconter, dans ces sociétés pré-coloniales, la présence de ces multiples ethnies ne se faisait pas dans la paix et l'harmonie la plus totale. Ça, c'est une vision d'occidentale. Ce que montre le texte de Gurnah, c'est qu'entre toutes ces ethnies, il y avait des conflits, il y avait des oppositions extrêmement violentes. On le voit par exemple dans l'opposition des Indiens et des Arabes. Les Arabes font le grand commerce, les Indiens, ce sont les banquiers qui prêtent de l'argent. Et il y a des conflits entre ces banquiers et ces marchands et commerçants. Un des personnages rappelle ce dicton à propos des Indiens:
il ne faut jamais se fier à un Indien. Donc, il y a de la méfiance entre les ethnies et des tensions continuelles donc, entre ces personnages. Donc, on n'est pas dans une société unie et harmonieuse, mais dans une société où il y a des débats, où il y a des conflits, où il y a des tensions, donc en permanence, et les colons, naturellement, pourront profiter de ces tensions qui empêcheront cette société métissée de s'unir contre les colons. D'autre part, il y a à l'intérieur de ce pays une opposition entre la côte et l'intérieur des terres. Les gens de la côte, comme le maître ou Khalil, prennent les gens de l'intérieur pour des sauvages, c'est des ploucs, c'est des sauvages. À Oman, dans la grande ville, on est des civilisés. Et donc il y a une opposition entre la côte, les villes de la côte et les villages, les peuplades de l'intérieur des terres. Il y a des inégalités sociales criantes entre les ethnies et à l'intérieur de ces ethnies. Le texte insiste, par exemple, sur la grande différence qu'il y a entre le marchand Aziz, qui fait ces grandes expéditions coloniales, ces grandes expéditions commerciales et qui gagne beaucoup d'argent, qui a un entrepôt florissant, un magasin florissant, et puis le petit commerçant médiocre qui est Hamid, qui est quelqu'un aux grosses fesses, comme le dit Mohamed Abdallah, et il dit à Youssouf, surtout ne deviens pas comme lui, parce que c'est un médiocre, c'est un petit. Et donc il y a une différence, une inégalité sociale entre les deux. Lorsque Youssouf raconte à Hamid le magnifique jardin qui est celui de son maître, Hamid veut immédiatement faire le même. Il veut défricher la forêt et il veut que Youssouf construise le même jardin que le maître. Mais il renonce vite aux choses parce qu'il s'aperçoit que c'est impossible. Il y a un jardin des riches et il y a le jardin des pauvres, où il n'y a pas de jardin des pauvres parce que les pauvres n'ont pas le moyen de construire le jardin que peuvent construire donc les riches. Donc il y a des inégalités sociales terribles. Il y a toutes les peuplades de l'intérieur des terres qui représentent une incapacité pour la société à s'unir véritablement. Les peuplades de l'intérieur que rencontre l'expédition d'Aziz sont des peuplades véritablement sauvages, qui dépouillent les voyageurs, qui ont des mœurs sauvages, qui usent de procédés violents, etc., qui empêchent véritablement de commercer en paix, et il n'y a que la force des colonisateurs qui parvient à s'imposer. Celui qui fait taire Chatou, c'est l'officier allemand, mais ça n'est pas Aziz. Aziz est complètement dépourvu. Il ne peut rien faire en face d'une violence telle que celle déployée par Chatou. Les diverses religions sont en conflit les unes avec les autres. Elles représentent également une faiblesse pour cette société. La religion dominante, c'est l'islam, mais l'islam est combattu par l'hindouisme, par exemple. Le mécanicien sikh qui apprend la mécanique à Youssouf veut en même temps traduire le Coran en langue indigène, en swahili, pour montrer combien le Dieu de l'islam est un Dieu cruel et montrer la dimension culpabilisante de cette religion. Donc l'hindouisme combat l'islam et donc il y a des tensions entre les religions, des pratiques, et à l'intérieur de l'islamisme, il y a des pratiques extrêmement diverses qui sont développées. Il y a dans cette société une multiplicité de langues, comme de multiples ethnies. Il y a le swahili, l'arabe, les langues locales, etc. Et c'est un moyen, c'est un développement de roman qu'exploite complètement Gurnah.
la communication entre les individus passe continuellement par les traducteurs. On ne peut pas communiquer s'il n'y a pas là de traducteurs. On peut apprendre la langue de l'autre, mais tant qu'on n'a pas appris la langue de l'autre, il faut des traducteurs. Quand on fait ces expéditions dans la montagne, il faut des traducteurs pour négocier avec les peuples que l'on rencontre. Il faut que tu apprennes l'arabe, dit Khalil al-Youssouf, ça te ferait bien voir de lui, c'est-à-dire d'Aziz, du maître. La différence des langues pose donc le problème des traductions qui peuvent être différentes selon les traducteurs. Et donc il y a l'interrogation sur la fiabilité du traducteur. Et Gurnah rend cela dans son texte, vous avez pu vous en rendre compte dans les lectures qui ont été faites. Gurnah parsème son texte, donc anglais dans la version originale, ou française dans la traduction française, de termes swahili. Et donc le lecteur occidental se heurte continuellement dans le texte à cette langue étrangère qu'il ne comprend pas. Alors, quelquefois, Gurnah met à côté la traduction du mot swahili, mais quelquefois, il n'y a pas de traduction. C'est-à-dire que le lecteur se heurte à l'obstacle représenté par la langue. Et donc Gurnah s'arrange pour donner la traduction de ce terme un peu ailleurs, dans un autre passage. Et donc il oblige le lecteur occidental à travailler le texte pour le comprendre. Et quelquefois, il mêle un terme étranger dans une énumération. Alors on ne comprend pas exactement ce que signifie le terme, mais si on énumère par exemple des instruments de musique, même si on ne connaît pas le nom de tel ou tel instrument de musique, on comprend que c'est un instrument de musique, on approxime la compréhension du texte. Et donc Gurnah exhibe ce problème de la traduction à l'intérieur de son écriture même. Donc voilà le premier point sur lequel je voulais insister. Deuxième point, cette société que nous présente Gurnah, c'est, chose étonnante pour nous qui appartenons à une civilisation de l'écrit, c'est que c'est une société de l'oralité. Tout est dans l'oral. Il y a peu d'écrit dans le texte. Nous sommes dans une société de la parole, une société où la parole, sous toutes ses formes, joue un rôle absolument essentiel. Il y a dans la conversation courante une convivialité, c'est une société extrêmement bavarde. Dans l'entrepôt du maître, toute la journée, ça bavarde de partout. Khalil et Youssouf bavardent avec les vieillards et ça bavarde intergénérationnel. Il y a là les vieillards qui passent leur journée sur la terrasse et les jeunes vont bavarder avec ces vieillards qui sont là en permanence. Donc il y a une convivialité qui passe par la parole. Le seul taiseux dans le roman, c'est le vieux jardinier qui ne s'occupe que du jardin et qui ne parle à personne. Mais c'est une exception véritablement dans le roman. Et donc le roman développe toutes les formes de la parole contractuelle par exemple. Tous les contrats se passent oralement. Par exemple, les mises en gage se passent oralement. Et le maître, le séyid, va rendre chaque année visite au père de Youssouf pour régler la situation de ses dettes. Donc on n'écrit rien. Tout se passe donc dans des rencontres orales entre les individus. Les négociations des commerçants de la colonne avec les chefs locaux se passent également par la parole, par les traducteurs, etc. Il y a des débats constants. Par exemple, on débat sur la religion. Quelle est la meilleure des religions? Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est la religion hindouiste? Et donc il y a là deux personnages qui défendent donc les qualités de chacune des deux religions dans une véritable controverse, dans un véritable débat. Il y a là les récits. Il y a
un amour extraordinaire des récits dans cette société. Le texte multiplie les scènes où un groupe de personnages écoute un récitant. Par exemple, chez Hamid, dans cette cité relais, où passent des voyageurs, il y a des soirées où on se réunit pour écouter les voyageurs qui viennent d'arriver et qui ont à raconter l'extraordinaire voyage qu'ils ont réalisé. Et donc, on admire beaucoup ceux qui savent raconter. Il ne faut pas seulement savoir voyager, il faut savoir raconter. C'est vieux comme Ulysse. Ulysse a fait un beau voyage, mais il est surtout un beau parleur qui sait raconter le beau voyage qu'il a fait ou peut-être inventé, comme vous le savez. Les scènes de récits de voyageurs dans le texte sont comme des mises en abîme de la relation de Gurnah avec son lecteur. Gurnah se veut un conteur, et donc ces réunions où l'on raconte des récits, c'est la mise en abîme du récit fait par Gurnah à ses lecteurs, par lesquels il essaie de fasciner ses lecteurs. Les deux grands récits de voyage qu'il y a dans le texte, ce sont des récits de voyage réels en langue swahili qui ont été rassemblés par un Allemand en 1901. Cet Allemand s'appelait Karl Welten. Les Allemands avaient eu l'idée, comme ils voulaient coloniser le pays, d'apprendre le swahili donc à de jeunes diplomates pour pouvoir les envoyer dans ce pays africain. Et Karl Welten donc avait rassemblé ces deux récits de voyage pour que les jeunes Allemands qui se destinaient à la carrière diplomatique puissent apprendre donc le swahili. Et l'expédition donc d'Aziz et un autre récit dans le texte qui est un récit de voyage en Russie sont des récits de voyage réels swahili. Gurnah n'en dit pas un mot, ne dit pas quelle est l'origine de ces récits. Ce qu'on lui a reproché, on lui a dit qu'il faisait du plagiat, mais je pense que l'explication est autre. Gurnah s'approprie ces récits. Ce sont des récits en swahili, ce sont des récits indigènes, ce ne sont pas des récits qui appartiennent aux colonisateurs. Et donc ce sont les colonisateurs qui les ont pillés, ces récits. Et donc Gurnah se les réapproprie et les reprend sans citer ses sources. Gurnah ne s'est jamais expliqué sur ce silence concernant ses sources dans ce passage central. Donc il y a une réappropriation de ces récits. Enfin, pour en terminer, troisième chose sur quoi je voulais insister, c'est une société en voie de colonisation que cette société du Tanganyika. Aucune date n'est donnée, mais il apparaît assez clairement que cette société, c'est la société des débuts du XXe siècle, c'est le moment où les Allemands sont en but à la contestation dans leur colonisation par les Britanniques. Une guerre est en train de se fomenter entre les Allemands qui se sont implantés dans les dernières décennies du XIXe, mais qui vont être contestés dans leur domination coloniale par les Anglais et d'ailleurs également par les Belges, dont il est rapidement question dans le texte. Cette domination allemande, elle est présente dans le texte du début à la fin. Tout au début du texte, Youssouf aperçoit, alors qu'il est encore dans son village natal, il aperçoit sur le quai de la gare, dans la petite ville voisine, un couple d'Allemands, un couple d'Européens, et il y a le drapeau allemand, le drapeau jaune avec l'aigle noir qui flotte sur la gare. Youssouf échange un regard avec cet Allemand et il est terrorisé par le regard qu'il échange avec ce colonisateur qu'il aperçoit alors que lui donc n'est encore qu'un gamin. Et ces colons, ils sont là jusqu'à la fin, donc dans le dernier passage de la clôture du texte qui vous a été lu.
Bon, la colonisation est racontée dans le texte du point de vue des colonisés, pour répondre à tous les textes occidentaux qui racontent la colonisation du point de vue des colonisateurs. Bon, ici, on a le point de vue des colonisés sur les colonisateurs, et donc, à travers le regard des colonisés, on a la description de l'extrême violence des colonisateurs, et on a également la représentation de la naïveté des colonisés qui inventent, comme l'avaient déjà fait les Incas et les Aztèques au XVIe siècle avec les Espagnols, qui inventent des représentations mythiques concernant les envahisseurs. Les Allemands sont considérés comme des êtres quasi mythiques. On se demande s'ils avalent le métal, on se demande s'ils ont une salive empoisonnée. Il y a un des Allemands qui a construit un château en fer sur une hauteur, et on attribue à ce château, les colonisés attribuent à ce château en fer une capacité d'attirer par l'aimantation leurs armes. On dit également que cet Allemand, que ce roi, parle aux animaux, qu'il parle aux bêtes. Donc on voit que les colonisés mythifient les colonisateurs, ce qui accroît encore leur faiblesse, naturellement, en face de ces colonisateurs. Il n'y a, dans cette partie du monde, il n'y a aucun mouvement de résistance contre les colonisateurs. Les colonisés sont représentés en situation de faiblesse en face de ces colonisateurs. Donc on voit Gurnah dénoncer toutes ces croyances donc construites par les colonisés. La colonisation est représentée dans toute sa violence, on l'a vu déjà de manière absolument implacable, en particulier les officiers allemands sont décrits comme des espèces de morts vivants, ils sont accablés de chaleur, ils sont transpirants, ils boivent comme ils peuvent, etc. Enfin, ce sont des espèces de morts vivants, mais des morts vivants qui ont la domination sur des troupes extrêmement efficaces et qui font la loi. C'est eux qui font la loi désormais, dit l'un des personnages. Il y a un débat sur cette colonisation. Ce que montre bien Gurnah, c'est qu'il n'y a pas une opposition unie et radicale des colonisés en face des colonisateurs. Il y a des colonisés qui considèrent qu'effectivement, avec ces colonisateurs qui arrivent, c'est la fin des temps, on va changer d'époque, nous allons tout perdre, dit l'un, et aussi notre manière de vivre. Les jeunes seront les grands perdants. Il viendra un jour où les Européens les feront cracher sur tout ce que nous savons et les obligeront à réciter leurs lois et leur histoire du monde comme si c'était la parole sacrée. Quand un jour ils écriront sur nous, que diront-ils? Que nous avions des esclaves. Mais il y a aussi parmi les colonisés des gens qui sont résignés, des gens qui considèrent que la colonisation ne va pas transformer les choses de manière absolument radicale, et c'est en particulier le cas d'Hamid. Il y a une représentation de l'islam qui fait que les choses dépendent de Dieu et que finalement on verra ce qui arrivera, mais on n'y peut rien. Hamid dit « Pourquoi être si pessimiste ?» protesta Hamid. « Est-ce que notre manière de vivre est si merveilleuse que ça? Laissons tout ça dans les mains de Dieu, les choses changeront peut-être, mais le soleil se lèvera toujours à l'est et se couchera à l'ouest. » Donc on voit que Gurnah donne de la représentation des colonisés un visage extrêmement divers, complexe, et pas du tout donc manichéen. En tout cas, on ne voit pas de résistance unie s'opposer donc à eux. Dernière lecture, c'est l'intervention du colonisateur allemand, la violence de cette colonisation et la manière dont les colons écrasent
Chatou, la résistance de Chatou, donc le dernier opposant donc à l'expédition. À la fin de la matinée, une troupe conduite par un Européen entra dans la ville. Je vais reprendre. À la fin de la matinée, une troupe conduite par un Européen entra dans la ville et se dirigea droit vers la résidence de Chatou, en face de laquelle une vaste tente fut rapidement dressée et un mât planté. L'Européen, un homme grand et chauve, avec une longue barbe, s'éventait de son chapeau à large bord. On plaça une table derrière laquelle il s'assit et il se mit aussitôt à écrire dans un registre. Son escorte se composait d'un certain nombre d'ascaris et de porteurs, tous habillés de shorts et de chemises flottantes. Les habitants accoururent autour du campement, mais furent fermement maintenus à distance. Quand Aziz apprit l'arrivée de la colonne, il voulut aussitôt rencontrer l'Européen. Il en fut empêché par les gardes et s'arrangea pourtant pour qu'on le vît. Lorsque l'Européen se leva les yeux, il aperçut cet homme vêtu d'un vaste kanzou blanc et lui fit signe d'approcher. Le chef askari, qui parlait couramment le kiswahili, fit l'interprète. Aziz raconta rapidement son histoire, implorant qu'on l'aide à récupérer ses marchandises. L'Européen bâilla et déclara qu'il désirait d'abord se reposer. Les hommes d'oncle Aziz taquinaient gaiement Youssouf sur son séjour chez le sultan, mais insultaient ce dernier. « Espèce de voleur, ce grand monsieur te fera manger de la merde. » Chatou, de son côté, fit demander au marchand s'il avait déjà vu des Européens. Était-ce vrai qu'ils pouvaient avaler du métal? Quelle sorte de gens étaient-ce? Il le verra bien assez tôt, répondit Aziz, et l'Européen l'obligera à me restituer mes biens avant la nuit tombée. L'homme blanc sortit enfin de sa tente, le visage cramoisi et les traits brouillés par le sommeil. Il fit une toilette minutieuse sans se soucier de la foule qui l'entourait. Puis, il s'assit à sa table et prit son repas, apporté par son serviteur. Quand il eut fini, il appela le marchand de Chatou. Le chef askari traduisit les paroles de l'Européen que Niundo traduisit à son tour. Le sultan hocha la tête. Il regardait intensément l'homme qu'il avait devant lui, écarlate, ruisselant de sueur, du poil sortant de ses oreilles. Il confia plus tard qu'il n'avait jamais vu un spectacle aussi étrange. « Alors, Chatou, tu t'imagines que tu es devenu un grand chef et que tu dépouilles les gens de leurs biens? Tu ne crains pas la loi du gouvernement? »« De quel gouvernement parlez-vous » cria le sultan. « Tu ferais mieux de baisser le ton, mon ami. Tu ne sais pas qu'il existe d'autres gueulards de ton espèce que le gouvernement a fait taire et enchaîner ?» dit l'interprète. Niundo traduisit d'une voix triomphante ces paroles, qui suscitèrent des acclamations de ses compagnons. « Il est venu pour chercher des esclaves » demanda Chatou d'un ton furieux. L'Européen répliqua avec irritation. « Mon gouvernement ne fait pas le commerce d'esclaves. C'est vous autres qui en achetiez. Et nous sommes venus pour mettre fin à ce trafic. Rends leurs marchandises à ces gens, sinon tu t'en repentiras. » J'avais mes raisons pour les confisquer. Un de leurs frères m'a pris l'or et de l'ivoire sans me payer, protesta Chatou. Il est au courant, dit l'interprète, reprenant la situation en main. Il ne veut plus en entendre parler. Rapportez tout ce qu'il appartient à ces gens, c'est ce que le grand chef ordonne. Sinon, vous verrez bientôt ce que son gouvernement peut faire. Chatou jeta un regard hésitant autour de lui, puis demanda de nouveau. C'est vrai qu'il peut avaler du métal, il peut faire ce qu'il veut, mais pour l'instant, si tu ne lui obéis pas, il te fera avaler de la merde. Voilà, donc pour conclure, deux choses. Gurnah, c'est premièrement un conteur, mais contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas un conteur qui se contenterait du contenu de ses récits, qui raconterait simplement des choses. C'est un conteur qui travaille les formes du conte. J'ai essayé de vous montrer toutes les formes qui rentraient dans la composition
du récit de Gurnah. Et deuxièmement, Gurnah, c'est un romancier post-colonialiste, mais c'est un romancier très singulier parce qu'il subvertit tous les stéréotypes, toutes les représentations manichéennes du roman post-colonial. La colonisation y est dénoncée de manière extrêmement violente, mais Gurnah ne montre que l'on ne passe pas du bien au mal. Il montre comment les choses ont pu se passer, combien les choses ont été complexes dans ce processus de la colonisation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.